Toscano, dans son livre sur le fascisme tardif, analyse très bien ça, cette espèce de structure préexistante du fascisme et de l'État, dans l'État. Donc c'est pas l'un ou l'autre. Ce qui est terrifiant, et ça on voit avec la situation française, je suis pas là en train de dire c'est ça qui va se passer, etc. Ouais, ouais, bien sûr. C'est qu'il existe diverses stratégies possibles pour arriver vers le fascisme. C'est-à-dire soit l'intensification des potentialités fascistes qui existent déjà dans les différents États occidentaux, c'est ça qu'analyse essentiellement Toscano, cette idée selon laquelle, qui était déjà analysée dans la théorie marxiste depuis très longtemps. Depuis très longtemps. On trouve par exemple déjà ça chez Balibar dans son livre sur la dictature du prolétariat. Il n'y a pas de différence fondamentale entre l'appareil répressif d'un État démocratique occidental moderne et l'appareil répressif d'un État fasciste. Ce sont les mêmes. C'est juste que la superstructure politique est différente. C'est-à-dire que là, on a un État, un gouvernement, une démocratie représentative qui décide d'activer les potentialités fascistes de son appareil répressif à certains moments, dans les banlieues, contre les gilets jaunes, à certains moments, dans les ZAD, à certains moments, d'ébullition sociale. Mais si tu imagines à quoi ressemblerait la police et dans un monde fasciste et le système de surveillance dans un monde fasciste, c'est la même. Ouais. C'est juste... Comme en Kanakir. Exactement ça. La Bravem, c'est juste que peut-être ils seraient plus nombreux et ils taperaient plus facilement si on était dans une société fasciste. Le déjà-la fasciste. Oui, c'est le déjà-la communiste. Exactement, c'est le déjà-la fasciste. C'est exactement cette théorie. C'est le déjà-la fasciste. Pour moi, je l'interprète. C'est pas du tout une affaire d'idéologie. C'est vraiment dire notre État répressif est facilement, utilisable pour les buts du fascisme. Pour parler comme Walter Benjamin, quand il dit « je veux des concepts inutilisables pour les buts du fascisme ». L'état répressif qu'on a est facilement utilisable par les buts du fascisme. Si on avait un gouvernement fasciste, simplement, il ferait le même. Il ferait exactement le même. Il aurait les mêmes systèmes de renseignement, il aurait les mêmes types de police. On est dans un pays où il n'y a même pas besoin d'abolir l'habeas corpus, puisqu'il n'y a pas d'habeas corpus. L'habeas corpus, c'est le truc qui fait qu'on n'a pas le droit de vous fouiller et de vous arrêter au hasard dans la rue. Oui, dans les pays anglo-saxons, il y a ça. Ils sont obligés de faire des manœuvres politiques ou législatives pour contourner ça, comme Giuliani l'a fait à New York pour pouvoir fouiller les Noirs dans la rue. Nous, on n'a même pas besoin de faire ça parce qu'on n'a même pas ça, ce droit fondamental que un type, simplement parce qu'il a une insigne de police, peut venir sans aucune raison vous fouiller, vous faire des palpations, etc. On n'a même pas ça. Et personne dans les programmes politiques, n'en parle. Il y avait à un moment donné la défenseuse des droits, il avait dit on va un peu arrêter avec le contrôle aux faciès, voir ce que ça donne. Je sais pas ce que ça a donné son truc, mais en tout cas, toute la droite est là à dire quoi? Comment ça? Sans contrôle d'identité, comment la police peut faire son travail? Mais vous vous rendez compte? En Grande-Bretagne, ça n'existe pas. Hein. Et les gens partant du principe qu'on veut que la police fasse son travail. Parce que là, on est encore plus loin. C'est pas notre but que la police puisse faire son travail. Moi, c'est pas mon but. Mais justement, contrôler les gens, c'est vraiment faire leur travail. Mais moi, je suis pour l'abolition du contrôle d'identité. Je pense que le contrôle d'identité ne devrait tout simplement pas exister. C'est une mesure absolument réformiste, d'une grande douceur. Encore une fois, c'est comme ça en Grande-Bretagne. Mais cette simple idée fait déjà dresser des cheveux sur la tête à toute la droite et même à certains centristes en France. Donc c'est vous dire. Il y a l'excellent livre là qui vient de sortir de Mathieu Rigouste, La guerre contre les peuples, qui montre un peu le développement de tous les outils de contrôler tout, en montrant aussi l'origine dans les colonies, dans les populations du Sud, pour ensuite s'étendre à tout le monde. Et comment en fait, il y a même une internationale, on pourrait dire fasciste, impérialiste, de gouvernements libéraux qui s'entraînent en fait et qui s'auto-alimentent pour avoir des logiciels de contrôle, des armes et tout. Donc allez lire le livre de Mathieu Rigouste, il est excellent sur ça. Juste avant, pour conclure un peu, alors il y a 150 trucs à dire, mais on va être court parce qu'il y a encore un truc après. Depuis hier, les agents de sûreté des transports RATP SNCF sont autorisés à faire des palpations. Donc tu vois, non seulement on n'instaure pas l'habeas corpus, mais maintenant, n'importe quel couillon va pouvoir te faire des contrôles d'identité. Mais c'est complètement dingue. On va vraiment dans le sens inverse. Et la même chose que pour la loi de 2004, on devrait abolir cette foutue loi de 2004 sur l'interdiction des signes religieux à l'école parce qu'on perd du terrain sans cesse. On ne fait que perdre du terrain. J'ai l'impression qu'en France, alors on parle du risque fasciste, mais j'ai l'impression qu'on est un peu pas à l'heure, qu'on est un peu en retard, qu'on a un train de retard sur le fascisme qui arrive parce qu'on a une lecture très du fascisme des années 30 et tout, et que j'ai l'impression que là on est sur une nouvelle manière de concevoir le fascisme avec tout ce qui est le technofascisme et tout, et aussi les lumières sombres. Je pense que la majorité des personnes ici ne connaissent pas, mais qui pourtant a une grande ampleur aux États-Unis. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu peux nous présenter ça? Personnellement, je présenterai pas les choses de la sorte, dans le sens où on est en retard en France sur la compréhension, parce que c'est une compréhension qui est intéressante
pour vraiment analyser le contexte des États-Unis. Et c'est autre chose ici. C'est autre chose ici, ouais. D'accord. C'est autre chose ici. Par exemple, c'est ce que j'ai fait une interview avec gens, ils n'étaient pas d'accord avec moi sur mon interprétation, mais moi je suis d'accord avec moi, en disant il y a quand même une différence fondamentale entre Elon Musk qui rachète Twitter et qui en fait X et les fascistes en France, les milliardaires fascistes en France à l'ancienne qui rachètent des chaînes de télé, qui rachètent CNews, Ousterrin, qui rachètent des journaux, etc. Il y a une différence, même pas seulement d'échelle, il y a une différence de nature entre ces deux actions-là. Les journalistes de partout sont sur X. Ouais. Il y a une différence entre un média et une plateforme. Ce que McKinsey, ce que McKinsey Work appelle un vecteur. Les journalistes de CNews sont sur X. Les ingénieurs de X ne sont pas sur CNews. Tu vois ce que je veux dire? La puissance de X est globale, mondiale, et elle est le vecteur d'information pour les médias que rachète Bolloré. Donc, Bolloré à l'intérieur de la poupée russe comment il s'appelle, de Elon Musk ici, si tu veux. Bien sûr, pas que. Bien sûr. Mais je veux dire, du point de vue de la stratégie médiatique, ce n'est pas la même chose. Et c'est important de voir aussi, c'est de transformer un petit peu notre image des applications qu'on utilise, comics, etc. D'avoir en tête l'importance du design pour y compris pour l'avancée du fascisme. Lorsque Peter Thiel, qui est le prince du technofascisme, si tu veux, c'est-à-dire au sens machiavélien du terme, quoi. C'est un théoricien, c'est un multimilliardaire. D'accord. Qui est un capital risqueur, c'est-à-dire quelqu'un qui investit dans des sociétés, qui est aussi le président d'une entreprise qui a énormément de succès en ce moment, qui s'appelle Palantir Technologies. Palantir, les gros geeks du chat le reconnaîtront, c'est la boule de cristal dans Le Seigneur des Anneaux. D'accord. C'est un gros geek aussi, Peter Thiel. Fondateur de PayPal. Exactement, fondateur de PayPal. Après, il va fusionner avec X.com d'Elon Musk. Enfin voilà, c'est le leader, le parrain, si tu veux, de la mafia, de ce qu'on appelle la mafia PayPal, qui est une bande de multimilliardaires racistes, originaires pour la plupart d'Afrique du Sud. Peter Thiel est allemand, mais il a grandi en Afrique du Sud, comme Elon Musk, comme David Sachs, un autre membre de la mafia PayPal. Donc ils ont tous une espèce de rapport à la négrophobie sud-africaine assez prononcé. Ce qui est pas juste un accident, si tu veux. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui influe sur leur vision profondément impérialiste du monde, qui va elle-même influencer leur design. Palantir, c'est un logiciel qui sert en gros à faire du big data et à rendre ce big data visible. D'accord. Ils se sont surtout fait connus pendant la guerre en Irak parce qu'ils servaient à traquer les ennemis de l'État américain. Aujourd'hui, il sert à traquer les sans-papiers aux États-Unis par l'ICE. C'était déjà le cas lors du premier mandat de Trump, et là, ils ont remis le couvert et ils ont encore amélioré leur logiciel. Ils vont encore l'améliorer davantage pour être vraiment sûr pour citer Vladimir Poutine, les traquer jusque dans les chiottes. Ouais. Donc, ils mettent vraiment le paquet. Palantir, c'est un logiciel, c'est le logiciel technofasciste par excellence, si tu veux. Je dis pas ça pour faire du déterminisme technologique, si tu veux dire. Ça fait partie de la stratégie de Peter Thiel. Il produit des logiciels, ou il finance des logiciels, comme ce que j'aime appeler un peu par blague, il finance des entreprises exogènes envahissantes. Comme on parle en écologie d'espèces exogènes envahissantes. Ça veut dire, tu introduis cette espèce dans un nouvel environnement, et elle va commencer, si j'ose dire, à le terraformer, à le transformer en fonction de ses propres intérêts. Comment est-ce qu'il fait ça? Par exemple, parmi les entreprises qu'il a financées, il y a Airbnb. Dans les entreprises qu'il a financées, il y a Lyft. C'était aussi le premier financeur de Facebook. Il est même dans le film de Social Network. On gagne pas, on n'est pas à la tête de 17 milliards comme ça pour rien. Ouais. Et d'ailleurs, pour les conspis, comment dire, qui t'écoutent, il se présente lui-même, il présente son projet de vie comme voulant devenir le George Soros de droite. Ah oui, c'est intéressant si tu veux, dans l'imaginaire. En plus, je crois que la dernière fois tu m'avais parlé de Soros aussi en disant que c'était à parole d'honneur. Soros, voilà l'espèce d'objet fantasmatique, des antisémites, etc. Et lui il dit voilà, moi, il reprend le truc à son compte, il dit moi je vais être le Soros de droite, c'est-à-dire cette pieuvre qui manipule tout le monde pour que le monde devienne d'extrême droite. Et donc il finance ces logiciels-là, pas juste pour un retour sur investissement, comme il le dit lui-même dans son livre un peu autobiographique et stratégique d'entreprise Zero to One. Une grande entreprise, une bonne start-up, elle a une mission. Elle veut changer le monde. Moi, je ne finance que des entreprises qui ont une mission. Et quelle est la mission d'entreprises comme Airbnb ou Lyft? Lyft qui est un équivalent de Uber, si tu veux, qui l'a financé. C'est de casser le marché du travail, de casser la protection sociale telle qu'elle a été, héritée par le New Deal après la Deuxième Guerre mondiale, de complètement déstructurer les différents types de prestations sociales auxquelles peuvent avoir accès les personnes aux États-Unis. Pourquoi? Pour affaiblir l'État. Pour affaiblir l'État, pourquoi? Pour que un mec comme Elon Musk aujourd'hui puisse véritablement passer à l'action
au cœur de l'État et, entreprendre un travail de sape de toutes les branches du gouvernement, les unes après les autres. Dire ça, c'est pas du conspirationnisme, c'est comprendre que c'est quelqu'un qui est vraiment, c'est pour ça que je l'appelle le prince du technofascisme, c'est quelqu'un qui a vraiment une stratégie, qui n'élabore pas lui-même, qui est vraiment l'émanation de la classe à laquelle il appartient, qu'il représente, c'est-à-dire celle vraiment de gens tellement riches que leur richesse est presque difficile à se figurer, et qui sont acquis depuis de très très nombreuses années à une idéologie suprémaciste blanche. Il avait écrit, même Parole d'honneur avait fait plutôt une bonne émission sur, enfin pas une émission, mais une sorte de présentation de Peter Thiel qui était extrêmement éclairante au sujet d'un livre qu'il avait écrit dans sa jeunesse, que j'ai lu, avec Peter Sachs, autre membre de la mafia PayPal, où il faisait parmi les premiers dans les années 90, je pense que c'est paru en 95 pour la première fois, le multiculturalisme à l'université Stanford en Californie, pour dire en gros que on n'enseigne plus assez les blancs et qu'il faut plus de place pour les blancs dans les cursus de sciences humaines et sociales et de droit, etc. À l'université Stanford, qui est l'université qui est au cœur de la Silicon Valley. D'accord. Et donc, ah oui, tu voulais qu'on parle de Curtis Yarvin. Curtis Yarvin, c'est un type. C'est le cas des Lumières sombres. Oui, c'est pas lui qui a inventé. Je crois que les Lumières sombres, c'était inventé par Nick Land, qui est on va dire un philosophe qui est en fasciste assumé. Oui. Par rapport à ce qu'on a en Europe où tu as encore des gens fascistes qui disent ah non, on n'est pas fasciste, on croit en l'égalité et tout. Eux, c'est non. On est fasciste, c'est une supériorité, il y a. Ouais, il va pas vraiment dire qu'il est fasciste. Mais ils vont dire que Hitler, il a pas dit que des conneries. Qu'on a tort de le diaboliser en tout cas. Peut-être qu'ils vont pas forcément revendiquer directement le fascisme, mais en tout cas, ils vont revendiquer ce qu'ils appellent l'autocratie. Ouais. Ils vont revendiquer la monarchie absolue. Ce qui est assez... Voilà, le pouvoir d'un seul. Et il argumente avec beaucoup d'humour, Curtis Yarvin. Donc Curtis Yarvin, je le présente vite fait. À la base, c'est un ingénieur logiciel, je crois, ou ingénieur informatique. Bref, un mec qui travaillait à la Silicon Valley. Ses parents travaillaient dans le gouvernement, travaillaient à Washington. Donc voilà, il a baigné un petit peu là-dedans. Il a appris à détester Washington, à détester le gouvernement comme ça. Et il écrivait des essais sur Internet, très racistes et très à mi-chemin entre une certaine sorte de science-fiction et de théorie politique fasciste. Pourquoi est-ce que ce type est intéressant ? Parce qu'il est par exemple cité par le Premier ministre actuel, J.D. Vance. Ah ouais ? Oui, d'accord. Il y en a qui disaient qu'on surestime leur influence, mais en fait non. Si tu influences j'ai dit le Premier ministre, mais je veux dire le vice-président des États-Unis, qui est en plus pressenti pour être le successeur de Trump lors des prochaines élections, c'est difficile. C'est difficile. Ça, pour le coup, je pense pas que c'est un type d'idéologie qu'on surestime. Bien sûr, on surestime leur propagation dans l'ensemble de la population. Ouais. Mais la caractéristique de cette idéologie, c'est qu'elle n'a pas besoin de la démocratie pour prendre le pouvoir. C'est très précisément le sens fondamental de leur entreprise, c'est que c'est le gouvernement de l'élite pour l'élite et par l'élite, et qu'il est possible de purifier l'État moderne de la démocratie. C'est toute l'idée. Donc, la prise de pouvoir se fera soit par la destruction et la démolition complète de l'État et son remplacement par des structures privées, ce qui est le projet fondamental de Trump. Enfin, en tout cas, pas directement de Trump, mais en tout cas, ce qu'il laisse les coups des franges à Musk pour aller dans cette direction. C'est le projet de Thiel. Et comment est-ce que Yarvin, alias Mencius Moldbug, discute tout ça ? Il dit, c'est comme ça que les choses se fonctionnent. Tout ce qui s'est fait de bon au cours des 4000 dernières années l'a été par une monarchie. D'accord. Regardez ça. Et il sort son iPhone. Moi, j'ai pas un iPhone, moi j'ai un Google Phone. Parce que selon Peter Thiel, Google, figure-toi, est une entreprise communiste. Ah ouais. Parce qu'ils sont sans frontiéristes et qu'ils travaillent avec le Parti communiste chinois. Ah oui. D'accord. Et qu'ils ont refusé, parfois ils ont refusé de travailler avec l'armée américaine pour faire des trucs. Alors, pour lui, c'est suffisant. Oui, c'est l'extrême gauche, c'est Che Guevara. Et dit, regardez cet iPhone, il a été créé par une monarchie qui s'appelle Apple. D'accord. Et leur modèle pour penser le grand Führer du XXIe siècle, c'est évidemment pas Hitler, etc. C'est Steve Jobs. D'accord. Ah oui, le modèle de leader, c'est lui. Le modèle de leader, c'est Steve Jobs. C'est-à-dire le charisme, une vision absolument formidable de l'avenir, etc., etc. L'État ne doit plus être une nation. Ça doit devenir une espèce d'entité menée par un CEO. C'est vraiment le modèle qu'on a dans les séries et la littérature cyberpunk de la méga corporation. Tu sais, une entreprise tellement grande et tellement puissante qu'elle peut remplacer l'État. Pourquoi est-ce que les projets... J'ai l'impression qu'on tend de plus en plus vers ça. On tend de plus en plus vers ça parce que finalement, c'est la fin du néolibéralisme qui le rend possible.
le néolibéralisme, c'était vraiment l'exaltation de la concurrence. Ouais. Mais Peter Thiel le dit sans cesse, ça fait partie de sa théorie, et tout le monde est d'accord avec lui dans la Silicon Valley. Je veux dire, c'est le principe même des entreprises de la Silicon Valley, c'est non plus l'exaltation de la concurrence, c'est l'exaltation du monopole. D'accord. Vous devez trouver un monopole. Comme le dit Peter Thiel, la concurrence, c'est pour les losers. Vous devez trouver un monopole. Google est un monopole, Amazon est un monopole, Airbnb est un monopole, n'importe quelle entreprise de la tech que tu connais qui est multimilliardaire est un monopole. C'est-à-dire que ce qu'ils font, personne d'autre le fait. Parfois, il y en a qui font un peu la même chose, ils essaient de se copier les uns les autres. L'exemple le plus évident, c'est Instagram et TikTok, mais ils font quand même pas exactement la même chose. Ouais. Il faut trouver un monopole. La concurrence, c'est ça qui fait que l'anarcho-capitalisme ne marchait pas. D'accord. Ils se mettaient en concurrence, ils devaient sans cesse baisser les coûts, ça peut pas marcher quand vous êtes dans un système de concurrence. En revanche, si vous faites une concentration entre des entreprises qui ont elles-mêmes déjà, des chiffres d'affaires qui sont supérieurs au PIB de certaines nations, Oui. vous vous rendez compte que vous pouvez faire une concentration où, entre des armées privées qui existent, des universités privées, des systèmes de santé, des services de santé privés, des assurances privées qui peuvent vous assurer sur tout et n'importe quoi, c'est facile finalement d'imaginer le passage à des moments importants de la dystopie cyberpunk que vous trouvez dans les jeux vidéo ou dans les romans de Gibson. Je veux dire, tous les ingrédients sont là, seulement que leur concentration. Et il est possible, à la faveur de crises fondamentales, que ces concentrations se mettent en place. Il n'y a rien, de tous les services régaliens comme on aime bien dire en France, il n'y a rien de tout ce qui est régalien qui n'existe pas sous une forme privée. Et il n'y a rien qui ne pourrait faire l'objet d'un accaparement, d'une appropriation par une méga-corporation. Bien sûr, ça va pas se faire du jour au lendemain, etc. Mais en tout cas, c'est l'idéologie politique, non pas de petits bonhommes qui veulent vivre dans une forêt parce que c'est des libertariens un peu couillons, qui aiment la chasse aux sangliers, ou j'en sais rien. Mais l'idéologie des personnes les plus riches et les plus puissantes sur la planète aujourd'hui.